Après avoir vu l'étude de cas, nous allons donc poursuivre la leçon de géographie qui appartient au thème 2, aménager et développer le territoire français, et qui s'intitule valoriser et ménager les milieux. Grand 2, potentialités et contraintes du territoire français. Nous prendrons en compte ici, dans ce grand 2, également les territoires ultramarins de la France. Et tout d'abord, petit 1, des potentialités valorisées. En géographie, on entend par potentialité des ressources de tous ordres, servant de point d'appui pour le développement d'un territoire. La France est l'État le plus vaste d'Europe occidentale. En effet, avec une superficie de 551 000 km² pour la France métropolitaine, et 675 000 si on rajoute les départements et les régions d'outre-mer, la France représente un cinquième du territoire de l'Union européenne. De plus, elle peut profiter d'une position géographique avantageuse qui lui donne une ouverture sur 3 façades maritimes et des frontières terrestres avec 6 États européens. Elle se trouve donc à la fois en position de carrefour, c'est-à-dire, comme le montre bien la carte, de passage obligé entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, mais aussi en position d'interface. On entend par interface en géographie un espace de contact qui met en relation deux ensembles géographiques distincts. Il faut rajouter également le rôle déterminant des vallées, notamment des vallées fluviales, qui constituent des voies de circulation naturelles. De plus, la France peut compter aussi sur ses territoires ultramarins, des territoires d'outre-mer, les DROM et les COM, qui sont très émiettés. Les DROM sont les départements et régions d'outre-mer, les COM, les collectivités d'outre-mer. Vous pouvez voir la différence sur la carte qui est proposée. Alors, ces territoires, certes émiettés, permettent quand même à la France de disposer d'une zone économique exclusive, ce qu'on appelle une ZEE, de 10 millions de km² océaniques, c'est-à-dire la troisième du monde en superficie. La ZEE est un espace maritime qui s'étend jusqu'à 200 milles nautiques, environ 370 km à partir des côtes, et dont l'exploitation et l'exploration sont réservées à l'État côtier. Donc, ces territoires ultramarins permettent aussi à la France d'avoir une présence mondiale. Mis à part le territoire, autre potentialité du territoire français, les données naturelles et notamment les données climatiques. Le climat français est marqué par la diversité, comme le montre cette carte, même si la France appartient à la zone climatique tempérée. À l'ouest, le climat océanique, marqué par une douceur en hiver, une certaine fraîcheur en été, des étés relativement frais. À l'est, le climat semi-continental, marqué par des hivers froids, des étés chauds et souvent orageux. Et puis la bordure de la Méditerranée, marquée par des étés chauds et secs et des hivers doux. À cela, il faut rajouter le climat montagnard dans les massifs montagneux. Mais les milieux de la France d'outre-mer renforcent cette diversité, puisque les Antilles, la Guyane, la Réunion, Mayotte, la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie sont localisées dans la zone intertropicale. Ces potentialités climatiques sont valorisées ici pour l'agriculture et pour le tourisme, et notamment le tourisme balnéaire ou le tourisme hivernal. Petit 2, des contraintes naturelles en partie surmontées. On entend par contraintes naturelles des difficultés que présente un milieu pour son occupation et sa mise en valeur. Alors, on peut noter quand même
que les contraintes naturelles ont été partiellement valorisées, et on peut prendre l'exemple du milieu montagnard, qui se caractérise notamment par la pente comme contrainte, le froid et l'enneigement. Ainsi, le sud et l'est du pays est plus montagneux. On peut citer bien sûr les Alpes, les Pyrénées, le Jura, le Massif central et les Vosges. Et puis, les territoires ultramarins connaissent parfois des reliefs volcaniques qui dominent par exemple les îles de la Guadeloupe ou de la Réunion, tel que le montre ici l'exemple du Piton de la Fournaise. Alors, ces contraintes ont été valorisées dans une certaine mesure par notamment la construction de voies de communication, ça peut être le percement de tunnels ou la construction de viaducs, et également des milieux qui sont valorisés dans un objectif économique, ça peut être par exemple l'aménagement de stations de ski dans les Alpes ou dans les Pyrénées ou dans d'autres massifs. Mais la France doit également faire face à des risques majeurs difficiles à prévoir ou à gérer. Alors, le territoire métropolitain, lui, est principalement concerné par les tempêtes et les inondations. On peut prendre l'exemple de la tempête Xynthia, qui a entraîné des inondations meurtrières dans les communes de la Faute-sur-Mer et de l'Aiguillon-sur-Mer en Vendée. On estime au total que plus de 5 millions de personnes vivraient actuellement en France dans des zones inondables. D'autres risques naturels existent. On peut citer bien sûr les séismes. Dans le territoire métropolitain, c'est l'Alsace et le pourtour méditerranéen qui sont principalement concernés. On peut citer bien sûr aussi les incendies de forêt ou les avalanches. Pour les régions ultramarines, elles sont particulièrement exposées aux risques naturels. Les séismes et le volcanisme en Martinique, à la Guadeloupe et en Réunion, et le risque cyclonique important dans l'ensemble des territoires ultramarins, comme le montre par exemple cette arrivée du cyclone à la Réunion, photo prise le 3 janvier 2013. On peut noter également les risques industriels et sanitaires, puisque la France est un État très industrialisé, que l'agriculture est intensive, et donc il s'agit principalement de risques liés aux activités industrielles ou au stockage et au transport de produits dangereux ou polluants, comme le montre l'exemple de l'explosion de l'usine AZF de Toulouse en 2001. Alors, ces potentialités, mais aussi ces contraintes ou ces risques, amènent à se poser la question de la protection des milieux fragilisés. Cette protection se fait à plusieurs échelles. D'abord à l'échelle européenne, puisque l'Union européenne promulgue régulièrement des directives destinées à protéger les milieux. On peut citer la mise en place d'un réseau européen appelé Natura 2000, qui concerne la conservation des sites naturels. On peut citer également, toujours à l'échelle européenne, le classement de sites industriels en normes Seveso, ce qu'on appelle des sites Seveso, c'est-à-dire une norme industrielle qui prévoit la prise de mesures particulières pour les établissements industriels les plus à risque. Mais bien sûr, cette protection des milieux fragiles se fait aussi à l'échelle nationale, puisque le ministère de l'écologie a été créé en 1971 et aujourd'hui il encadre plusieurs établissements publics qui sont chargés de la gestion et de la protection de ces milieux fragiles. On peut citer bien sûr la mise en place des parcs nationaux en France. On peut citer également le Conservatoire du littoral. Et puis, l'État a également mis en place des lois destinées à protéger les milieux les plus fragiles, notamment la loi montagne ou la loi littoral. Enfin, les collectivités territoriales sont également des acteurs de la gestion de l'environnement et de la prévention des risques,
Et puis, à une échelle locale également, les associations et les citoyens qui sont associés à la gestion des territoires.